Bienvenue, Madame Caroselli. Madame Caroselli est archiviste. Elle a étudié à l'école d'archivisme de la Sapienza de Rome et elle travaille dans les archives historiques de la Curie générale des Sœurs Capucines de la mère Rubato. Et ceci est l'objet de sa présentation, le processus d'inventariage des archives historiques de la Curie générale de Sœur Capucine de Mère Rubato. Merci aux participants, merci aux organisateurs pour avoir inséré notre présentation dans la sélection pour le congrès. Mon intervention veut parler du processus d'inventariage que nous avons fait sur le patrimoine des Sœurs Capucines de Mère Rubato, produit et conservé par la Curie générale depuis la fondation de l'Institut. Les tertiaires capucines, elles ont été appelées ainsi jusqu'à 1973, lorsqu'elles ont acquis la dénomination actuelle, sont fondées le 23 janvier 1885 à Loano, dans le diocèse de Savona. La fondatrice, c'est la mère Francesca di Gesù, qui était née Anna Maria Rubato. Et seulement après de longues décennies, elle a été reconnue en tant que telle, même si la tradition orale la reconnaissait en tant que fondatrice. Elle avait été très active dans les oratoires de Don Bosco et à l'hôpital Cotolengo dans la ville de Turin à la fin du XIXe siècle. L'Institut est né dans le sillage de la tradition spirituelle franciscaine capucine et voulait répondre à des besoins sociaux très particuliers. Les soins à domicile des malades pauvres et l'éducation des jeunes abandonnés. Après avoir étendu leur action sur la Riviera de Ligurie, les Capucines, en 1892, vont en Uruguay, en Argentine, en suivant les émigrés italiens. Et là, ils développent un apostolat typique qui marque aussi une précision différente du charisme, c'est-à-dire les services dans les grands hôpitaux civils et militaires et l'éducation dans les internats pour les jeunes nécessiteux. En 1899, les tertiaires, sous invitation des pères capucins lombardes, participent à une mission au Brésil, dans le Maranhão, et là, 7 sœurs seront martyrisées par la main des Indiens en 1881. En 1910, le Saint-Siège, par le Decretum Laudis, reconnaît juridiquement l'Institut qui avait déjà été agrégé en 1909 à l'ordre des Capucins et en 1928 approuve ses constitutions. Après une courte mission en Afrique, seulement en 1963, l'Institut recommence les missions à l'étranger. Et là commence une saison ininterrompue qui se déploie surtout dans la partie orientale de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Cameroun et Malawi, et encore en Amérique latine, au Pérou et en Équateur. Le 10 octobre 1993, la mère Rubato a été proclamée première bienheureuse de l'Uruguay de la part de Jean-Paul II, et le 15 mai prochain, elle sera proclamée sainte par le pape François. Les archives historiques de la Curie générale gardent la mémoire historique de l'activité de gouvernement de l'Institut. La documentation que nous possédons aujourd'hui
atteste l'évolution qu'elle a eue à partir de la dernière partie du XIXe siècle à l'ensemble du XXe siècle, en fonction des événements qui sont déroulés dans un contexte géographique, culturel, politique, social, ecclésial et surtout économique. Les archives commencent à être produites et conservées dans la maison mère de Loano, mais à partir de 1888 à Gênes, à la suite du transfert de la curie. En 1972, en réponse à ce qu'avait dit le Concile Vatican II, l'Institut a été divisé en provinces et le processus de décentralisation a marqué un tournant dans la sédimentation ultérieure de la documentation. En 1978, on constitue le centre d'études de la mer Rubato qui a anticipé une longue saison de mise en ordre de la documentation historique avec une référence particulière aux écrits et aux souvenirs de la fondatrice. La mission confiée à ce centre d'études cohérente avec le contexte ecclésial de l'après-concile était motivée par une vaste recherche sur l'environnement social, culturel et religieux dans lequel la mère Francesca s'était formée, dans lequel elle avait travaillé et dans lequel l'Institut avait fait ses premiers pas. Le centre d'études est resté en activité jusqu'en 1993. Et elle était arrivée à son objectif. En 1993, la fondatrice a été béatifiée et le centre laisse en héritage à l'Institut une énorme œuvre culturelle de publication, collecte de documents et l'organisation initiale des archives historiques. Au cours de ces années-là, en effet, on entreprend la réorganisation des archives qui présente une caractéristique particulière assez fréquente dans les archives ecclésiastiques et surtout dans les archives des ordres féminins, c'est-à-dire une réorganisation sans inventaire. Les documents ont donc été manipulés, organisés, placés topographiquement selon un ordre logique, mais sans la création d'un inventaire, avec tous les risques matériels et les problèmes scientifiques que cela comporte. L'ordinamento Villa, la loi Villa du nom de la mère générale, a eu quand même un mérite: rendre l'Institut conscient de la valeur de ses archives historiques, un immense dépôt de son histoire et de son charisme, qui sont des échos du passage du Seigneur Jésus dans le monde. En 2001, la curie générale a été transférée à Rome et une zone entière du bâtiment a été réservée au siège des archives historiques. Mais ce n'est qu'en 2010 qu'une nouvelle réorganisation a commencé. Elle s'appelle Réglementation du XXIe siècle. Et on a commencé par faire une liste de ce qui se trouvait dans les réserves. On doit faire face tout de suite à 3 difficultés pour retrouver la liste originale. Les transferts des archives historiques, souvent partiels, à la suite du changement de siège de la curie générale, de Loano à Gênes, de Gênes à Quarto et ensuite à Rome. Ces transferts ont soumis la documentation à des fragmentations, des manipulations qui ont rendu moins cohérente, voire interrompu, la sédimentation naturelle de la série. À cela, on doit ajouter la coexistence dans le même siège des archives historiques de la curie avec les archives de la province italienne, ce qui a créé d'inévitables divergences de compétences. Le deuxième problème est dû aux
critères précédents. En procédant à la réorganisation, la maire ville, bien qu'elle ait travaillé scrupuleusement, a suivi des critères qui semblaient être influencés davantage par l'urgence de la gestion et la nécessité de thématiser le matériel que de préserver les liens logiques et structurels du lien archiviste. Par conséquent, son ordre ne reflétait que partiellement la sédimentation naturelle de la documentation des bureaux de la Curie depuis ses origines jusqu'à la dernière partie du XXe. Le troisième problème était de trouver une superposition entre la documentation des archives et le matériel historiographique et bibliographique qui concernait le processus législatif qui a affecté l'évolution des normes et des charismes du fondateur. Le travail de mise en ordre a évolué dans de nombreuses directions, mais qui allaient toutes vers un triple objectif: une conservation, une protection adéquate, une utilisation appropriée et une mise en valeur du patrimoine. Au cours des 10 dernières années, les archives sont devenues un véritable chantier dans lequel on a acquis une documentation qui a été acquise, réorganisée, cataloguée, inventoriée, reconditionnée, numérisée et restaurée. Ce qui était fondamental, et nous devons le rappeler, ça a été l'adhésion au projet CEIAR en 2011 qui a permis aux archives historiques d'être inscrits au registre des instituts culturels ecclésiastiques, l'accès à des financements et l'utilisation d'un logiciel dédié à l'inventaire et le transfert des données sur une plateforme numérique. Depuis 2014, la banque de données a été transférée sur la plateforme en ligne CEIAR Terminal Server qui permet un accès à distance à la base de données. Le projet de conservation, utilisation et mise en valeur a également permis de moderniser de nouvelles salles de nouvelles réserves, comme par exemple les systèmes anti-incendie à gaz inerte, le système de climatisation et déshumidification et le système anti-intrusion et les moustiquaires. Et les salles de consultation ont été réadaptées à travers le Wi-Fi, des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieuses, des liseuses et du nouveau mobilier. On a aussi installé un cabinet photographique pour la reproduction de documents à haute résolution. In questo laborioso itinerario, ciò che ha... Dans cet itinéraire, ce qui a contribué de manière significative à maintenir l'engagement et l'enthousiasme a été la participation aux cours de formation annuels organisés par l'École supérieure d'études médiévales et franciscaines, par le Bureau pour les biens ecclésiastiques de la CEI et par les archives des Capucins de Rome. Cette formation était acceptée, mais aussi proposée à des groupes de jeunes stagiaires, ainsi qu'à des sœurs en formation, pour la plupart étrangères, auxquelles nous souhaitons transmettre la valeur du soin de la mémoire conservée et communiquée, en recevant toujours des commentaires très, très positifs. En 2017,
On a mis sur Internet le site consacré aux archives pour concrétiser l'engagement de réactiver le centre d'études et donner un nouvel élan à la recherche scientifique et à l'étude historique des origines et du développement à travers les sources primaires. Le centre d'études a été un incroyable mouvement de capital spirituel, scientifique et humain utilisé pour reconstituer le fil des événements, des personnages et de l'histoire. En assumant le témoignage idéal des historiens qui ont inauguré cette saison de recherche sans précédent, nous avons considéré que le web était un moyen approprié pour canaliser les résultats obtenus ces dernières années. Il s'agit d'un instrument qui s'adresse à tous les experts, mais surtout aux sœurs en formation, pour qu'elles se sentent partie prenante de l'histoire passionnante, mais encore peu connue des Capucins. Nous croyons que le fait de disposer de références historiques favorise le sentiment d'appartenance, le fait de se reconnaître dans un parcours commun et nourrit le besoin de l'approfondir, tant sur le plan personnel que communautaire. En 2020, l'inventaire imprimé a enfin été publié. C'est un choix à contre-courant, économiquement coûteuse et qui n'est pas conforme à la pensée dominante, mais qui a mûri dans la conscience de ceux qui l'auraient pu devenir. En Italie, cette publication constitue quelque chose d'unique dans le panorama des inventaires imprimés des congrégations féminines fondées à la fin du XIXe siècle. Donc, il ne peut pas être considéré comme un outil de consultation limité au périmètre de la congrégation, mais comme une orientation potentielle pour d'autres institutions engagées dans l'inventaire de leur patrimoine archiviste. En outre, la complexité d'un fonds important comme celui de la Curie générale, qui est aussi un archive lié à d'autres 36 fonds, trouve une solution efficace dans la copie imprimée où la place consacrée aux introductions, en plus d'être visible, est aussi plus directement efficace. Si le travail effectué jusqu'à présent au sein des archives historiques a répondu aux attentes exprimées par les sœurs capitulaires en 2008 d'ordonner l'héritage des 100 premières années de documentation archiviste, de l'autre côté, devra s'occuper du catalogage de leur importante collection photographique. L'Institut, grâce aussi à ce projet, pourra enfin consulter le riche patrimoine collecté au fil du temps et conservé pour les sœurs qui viendront comme une sorte de témoignage par l'image de leur ardeur de pionnières et de croyantes. Garder la mémoire n'est pas seulement un devoir prévu par la législation sur le patrimoine ou l'obligation que les institutions font. Préserver la mémoire est une dette morale par rapport à nos sœurs, envers leur vie donnée au service de l'Église, le plus souvent sans aucune reconnaissance, sans louange ni expression de reconnaissance. Ces sœurs peuvent encore nous dire qu'elles parlent de Dieu. Seulement ces souvenirs fragiles peuvent nous faire prendre conscience de la richesse incalculable de leur sacrifice, de leur silence et de leur offrande. Les documents conservés dans les archives, souvent jaunis, froissés et à l'encre délavée, ne seront pas sans valeur si elles vont continuer grâce à nous, à nos soins, à nos recherches, à notre sensibilité, à transmettre et à faire couler de nouvelles sources de vie pour l'Église. Merci.